Vous souvenez-vous de votre mère qui s'activait sans cesse du lever au coucher ? Avez-vous mesuré l'ampleur de son labeur quotidien ? Dans la France des années 70, sans lave-linge automatique, sans chauffage central, ni eau chaude courante pour beaucoup, nos mères orchestraient chaque jour un ballet épuisant de tâches répétitives. Des HLM au village de province, elles partageaient une même réalité, faite de labeur physique intense, d'ingéniosité permanente et de sacrifices silencieux. Voici le portrait fidèle d'une journée ordinaire dans leur vie extraordinaire. L'aube glaciale et le réveil du foyer. 6 heures du matin sonnaient dans l'obscurité hivernale quand maman se levait la première, grelottante dans sa chemise de nuit usée. Elle descendait en silence vers la cuisine où le poêle à charbon s'était éteint pendant la nuit, laissant l'appartement glacé comme une cave. Ses doigts engourdis froissaient le papier journal, disposaient les petits bois récupérés lors des promenades dominicales. L'allumette craquait dans le silence, première étincelle de chaleur qui réveillerait progressivement la maison endormie. Elle surveillait anxieusement les premières flammes, ajoutant délicatement le charbon boulet par boulet pour ne pas étouffer le feu naissant. Pendant ce temps, les casseroles se remplissaient d'eau froide sur la cuisinière à gaz, balai matinal pour obtenir de quoi se laver. Le cumulus électrique restait un luxe inaccessible à la majorité des foyers modestes qui devaient chauffer chaque goutte utilisée. Dans ces années d'après-guerre, chaque geste comptait vraiment. Les enfants dormaient encore, emmitouflés sous d'épaisses couvertures. Papa partirait bientôt à l'usine, emportant sa gamelle tiède. Cette routine immuable rythmait les hivers où l'économie domestique était une science de survie quotidienne. La préparation minutieuse des enfants. Pendant que l'eau chauffait lentement, maman rassemblait les vêtements de chaque enfant près du poêle qui commençait à rougeoyer. Les culottes, les chaussettes, les chemises et les pulls s'empilaient sur les chaises disposées en demi-cercle autour de la source de chaleur. Cette organisation militaire permettait aux petits de s'habiller sans grelotter dans leurs chambres humides où le givre constellait encore les vitres. Elle préparait ensuite le petit déjeuner avec les moyens du bord. Tartines beurrées, alignées sur la toile cirée à carreaux. Le banania, fumant dans les bols ébréchés, réchauffait les mains froides. La chicorée, le roux pour les adultes, embaumait la cuisine de son parfum caractéristique. Les enfants descendaient un par un, attirés par la chaleur et l'odeur réconfortante du matin qui s'éveillait. 7h30 tapante, elle enfilait son manteau élimé pour accompagner la marmaille à l'école à pied, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les cartables pesaient lourd sur les petites épaules, mais maman portait, souvent le plus jeune sur une partie du trajet pour soulager ses jambes trop courtes. Le retour et le travail titanesque de la lessive. Le lundi matin marquait le jour redouté de la grande lessive, corvée, qui mobilisait toute la matinée et une partie de l'après-midi. La lessiveuse en zinc bouillonnait sur le feu, comme une marmite de sorcière, dégageant une vapeur qui embuait toutes les vitres. Le savon de Marseille râpé fondait dans l'eau brûlante où plongeaient draps, torchons et vêtements de la semaine écoulée. Maman touillait ce linge bouillant avec le bâton en bois, visage rougi par la chaleur, cheveux collés sur le front par la transpiration. Les pièces les plus sales recevaient un traitement spécial au savon noir, frotté énergiquement sur la planche à laver jusqu'à ce que les taches capitulent. Puis venaient l'essorage, épreuve de force qui sollicitait tous les muscles des bras et du dos. L'essoreuse à rouleau écrasait le linge gorgé d'eau, transformant. Les draps lourds en paquets humides, mais manipulables. Les jours de beau temps, elle étendait tout cela dans le jardin ou sur le fil tendu au balcon. Les jours de pluie, la cuisine se transformait en forêt de linge suspendu qui mettrait 3 jours à sécher complètement, alourdissant encore l'atmosphère déjà humide. Le repassage interminable de l'intégralité du linge. Le mardi était traditionnellement consacré au repassage de cette montagne textile,
tâche qui ne souffrait aucune exception. Les femmes du quartier partageaient parfois cette corvée, échangeant conseils et nouvelles locales. Absolument tout devait passer sous le fer, des draps aux mouchoirs en tissu, des torchons aux chaussettes, des chemises aux tabliers. Le fer à repasser chauffait sur la cuisinière. Certaines familles possédaient 2 fers pour alterner pendant que l'un refroidissait. Elle vérifiait la température en approchant prudemment sa main ou en testant sur un coin de torchon. La planche grinçait sous les allers-retours répétitifs, la vapeur montait des tissus encore légèrement humides. L'amidon fait maison, préparé avec de la farine de riz, donnait cette raideur caractéristique au col. Son dos la faisait souffrir après des heures passées penchée, mais elle continuait méthodiquement jusqu'à ce que le dernier mouchoir soit plié. Cette obsession du repassage intégral témoignait d'une époque où la respectabilité sociale passait par l'apparence impeccable du linge familial. Les voisines jugeaient sévèrement un pli mal effacé. L'entretien physique du logement. Le mercredi matin, à genoux sur le parquet, elle cirait à l'encaustique les lattes de bois qui faisaient la fierté du foyer. Le produit brun sentait la cire d'abeille et la térébenthine, odeur entêtante qui imprégnait toute la maison. Elle frottait avec vigueur en mouvements circulaires, puis lustrait avec un chiffon de laine jusqu'à obtenir un brillant miroir. Les tapis s'accrochaient à la barre de la fenêtre pour recevoir leur correction hebdomadaire, battus énergiquement avec le tapoir en rotin. Les nuages de poussière s'échappaient dans l'air du matin, provoquant des quintes de toux qu'elle ignorait stoïquement. Les carreaux se lavaient au papier journal froissé imbibé de vinaigre blanc, technique économique transmise par sa propre mère. Ses bras se levaient et s'abaissaient inlassablement pour traquer la moindre trace sur les vitres qui devaient étinceler au soleil. La tournée quotidienne des commerces de quartier. Chaque jour vers 10h, armée de son cabas en osier, elle entamait le circuit des boutiques du quartier. La boulangerie d'abord, pour la baguette du midi encore tiède qui embaumait sous le bras. La boucherie ensuite, où elle négociait âprement les morceaux les moins chers et les os pour le pot-au-feu. La crèmerie la voyait hésiter devant les prix du beurre et des œufs, calculant mentalement si le budget permettait un petit extra. L'épicerie concentrait l'essentiel des achats, pâtes, riz, sucre et conserves alignées dans le garde-manger pour la semaine. Ce balai commercial à pied, cabas de plus en plus lourd tirant sur l'épaule, rythmait les matinées de toutes les mères du quartier. Elles se croisaient, échangeaient des nouvelles, comparaient les prix et les astuces pour économiser quelques centimes. L'après-midi, elle guettait parfois la camionnette du livreur de mazout qui remplissait la cuve avec son tuyau bruyant. La courte pause de l'après-midi. Vers 14h, si tout était en ordre, elle s'accordait son unique moment de répit, assise dans sa cuisine bien silencieuse, en écoutant religieusement Ménie Grégoire sur RTL. Lancée en 1967, cette émission révolutionnaire. Cette émission de radio où les auditrices racontaient leurs problèmes intimes la fascinait et la réconfortait à la fois. Elle découvrait que d'autres femmes vivaient les mêmes difficultés, les mêmes doutes, les mêmes silences conjugaux parfois en cachette de leur mari. Sa tasse de café refroidie entre les mains, tricotant machinalement, elle écoutait ces voix anonymes briser le tabou des non-dits familiaux. Certaines femmes prenaient des notes secrètes. Ces 45 minutes de confidence radiophonique constituaient sa seule fenêtre sur un monde extérieur qui comprenait sa condition. Puis la réalité reprenait ses droits avec le retour des enfants de l'école, affamés et très bruyants, explosion sonore qui mettait fin à l'instant de calme. Elle rangeait vite la radio, effaçant toute trace de ce moment personnel volé à préparer leur goûter quotidien et habituel. La préparation du goûter et la surveillance des devoirs. 16h30 sonnait l'heure du goûter, rituel sacré dans toutes les familles françaises que rien ne devait perturber. Les tartines de pain beurré
recevaient leur carré de chocolat. Poulain coûtait 2, France la tablette cassée avec précision, accompagnée d'un grand verre d'eau ou de lait si les finances le permettaient. Les enfants dévoraient goulûment ces provisions énergétiques avant d'attaquer les devoirs sur la toile cirée de la cuisine. Le certificat d'études approchait. Elle surveillait d'une oreille les tables de multiplication récitées à voix haute, 3 fois pour bien mémoriser, corrigeant, sans jamais élever la voix, les fautes d'orthographe de la dictée à recopier. L'encre violette tachait les doigts. Pendant ce temps, la cocotte minute sifflait joyeusement sur le feu, économisant gaz et temps précieux, annonçant le dîner qui mijotait lentement. Ses mains ne restaient jamais inactives, épluchant les légumes du lendemain ou triant les lentilles qui avaient séché au soleil, pendant que les petits peinaient sur leurs cahiers avec leurs plumes sergent-major, traçant soigneusement les pleins et déliés. La cuisine économique et ingénieuse. Préparation des repas réclamait une créativité constante pour nourrir toute la famille avec un budget dérisoire. Le pot au feu du dimanche se transformait en bouillon le lundi, en hachis parmentier le mardi avec les restes de viande hachés menus. La blanquette de veau des jours de fête alternait avec les plats de légumes secs, lentilles, pois cassés et haricots blancs. L'été, elle passait des journées entières à faire des conserves de haricots verts et des confitures de fruits achetés par cajots entiers. Ces bocaux alignés dans le cellier représentaient une assurance contre les pénuries hivernales et les fins de mois difficiles. Chaque épluchure trouvait son utilité, les fans de radis en soupe, les os en bouillon, le pain rassis en pain perdu sucré. Cette alchimie quotidienne transformait le peu en suffisant, art maternel que la société de consommation moderne a définitivement perdu. Le rituel sacré du repas du soir. 9h approchant, elle dressait méticuleusement la table familiale avec les objets emblématiques de l'époque. Les verres Duralex incassables prenaient place près des assiettes Arcopal à fleurs. La toile cirée recevait un coup d'éponge rapide. Les couverts dépareillés brillaient de propreté, assemblage hétéroclite hérité de générations successives. Le père rentrait de l'usine, les enfants se lavèrent les mains et tous s'installaient pour le repas pris en commun. Elle servait chacun selon son appétit, se réservant toujours la plus petite portion ou les morceaux les moins nobles. Pendant que la famille mangeait, elle se levait 10 fois pour resservir, apporter le pain, remplir les verres d'eau, la vaisselle et le rangement nocturne. Une fois le repas terminé, commençait la corvée de vaisselle dans l'évier en grès profond. L'eau chaude chauffée sur la cuisinière mélangée à l'eau froide créait une température supportable pour les mains rougies. Le produit vaisselle Païque citron moussait. Parcimonieusement, elle frottait assiettes et casseroles avec l'éponge usagée jusqu'à la corde. Les verres s'alignaient sur l'égouttoir métallique, les assiettes s'empilaient avec précaution pour éviter tout accident coûteux. Le torchon à carreaux essuyait consciencieusement chaque pièce avant qu'elle ne retrouve sa place dans le buffet de cuisine. Cette tâche quotidienne durait bien 30 minutes, station debout supplémentaire dans une journée passée essentiellement sur ses jambes fatiguées. Les travaux de couture et de reprisage. La soirée la voyait enfin assise dans le fauteuil du salon, mais ses mains continuaient leur activité incessante. La pile de chaussettes trouées attendait sagement dans le panier à ouvrage, œufs à repriser glissés dans chaque talon élimé. Ses doigts agiles tissaient les fils en croix pour combler les trous, économisant ainsi l'achat de chaussettes neuves. Les boutons s'arrachaient, retrouvaient leur place sur les chemises et les pantalons solidement recousus pour résister aux jeux violents. Les ourlets descendus des pantalons d'enfant en pleine croissance se rajustaient sous son aiguille précise. L'hiver approchant, elle tricotait pulls, écharpes et chaussettes avec la laine récupérée des vêtements détricotés de l'année précédente. Le cliquetis régulier des aiguilles
accompagnaient les émissions télévisées du soir, bercement mécanique d'un labeur sans fin, les rares moments de rêverie autorisée. Vers 22h, quand toute la maisonnée dormait enfin, elle feuilletait les catalogues La Redoute ou Les Trois Suisses. Ces pages glacées montraient un monde de confort et d'élégance accessible par mensualité, tentation permanente et cruelle. Elle cochait mentalement les articles désirés, calculait les versements possibles, puis refermait le catalogue avec un soupir résigné. Le carnet de timbres ristourne recevait méticuleusement les vignettes collectées lors des achats en magasin. Elle les humectait, les collait avec application, rêvant à l'objet qui pourrait être obtenu une fois le carnet plein. Ces minutes volées constituaient son unique évasion mentale, fenêtre sur un confort qui resterait probablement toujours hors de portée. Le dimanche est son programme immuable. Le jour du Seigneur suivait un rituel culinaire gravé dans le marbre des traditions familiales. Le rôti de bœuf ou de porc cuisait lentement au four pendant la messe, embaumant l'appartement de son parfum prometteur. Les légumes du jardin ouvrier, carottes, poireaux et pommes de terre mijotaient dans leurs casseroles respectives. L'après-midi était consacré à la pâtisserie, tarte aux pommes ou flan maison qui couronnerait le repas dominical. Elle épluchait consciencieusement les pommes en une seule spirale, talent domestique transmis par sa mère et sa grand-mère. Ce jour théoriquement chômé voyait en réalité un surcroît de travail culinaire pour honorer la tradition, du repas familial amélioré. L'unique instant de solitude véritable. Son seul répit authentique survenait à l'aube, avant le réveil de toute la famille endormie. Assise seule à la table de la cuisine encore silencieuse, elle savourait sa première tasse de café bien noir. Ces 10 minutes de solitude absolue lui appartenaient entièrement. Bulle de calme avant la tempête quotidienne. Elle regardait par la fenêtre, le jour se levait lentement sur le quartier assoupi, écoutait le silence précieux qui ne durerait pas. Ces instants volés au sommeil constituaient son luxe secret. Espace mental où elle pouvait simplement exister, sans être mère, épouse ou femme de ménage. Puis le premier bruit d'un enfant qui se levait brisait la magie, et elle redevenait instantanément celle qui donnait sans jamais rien demander. La réalité d'un labeur invisible et perpétuel. Cette litanie épuisante se répétait chaque jour, du lundi au dimanche, sans congé, ni jour férié, véritable. Le travail domestique ne connaissait ni horaire ni limite, corvée sans fin recommençait dès le lendemain matin. Les mains de nos mères portaient les stigmates de ce labeur, crevasses, engelures, brûlures, écales, témoignant de leur sacrifice quotidien. Elles accomplissaient, sans broncher, l'équivalent de plusieurs métiers à temps plein. Femmes de ménage, cuisinières, blanchisseuses, couturières, éducatrices. Pourtant, la société considérait qu'elles ne travaillaient pas vraiment, puisqu'aucun salaire ne venait rétribuer leurs efforts surhumains. Cette armée silencieuse de mères dévouées a permis à toute une génération de grandir nourrie, habillée et éduquée dans des conditions matérielles difficiles. Reconnaissez-vous dans ce portrait fidèle le quotidien épuisant de votre propre mère ? Mesurez-vous aujourd'hui l'ampleur du sacrifice consenti par ces femmes extraordinaires accomplissant l'ordinaire ? Partagez ce témoignage avec ceux qui ont bénéficié de cet amour maternel traduit en actes concrets et en labeur incessant. Aimez cette vidéo si ces souvenirs résonnent dans votre mémoire familiale et abonnez-vous pour explorer ensemble d'autres fragments de notre mémoire collective.